Ouais. Bon. Bonsoir, bienvenue à la recyclerie. Merci d'être venu ce soir pour la conférence Paris se jette à l'eau. Je laisse la parole maintenant à Simon Béran du magazine Kaizen. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être venus ce soir. Merci à nos partenaires et amis de la recyclerie, à Lola, Anne-Charlotte, Simon derrière la caméra et aussi à Marion. Alors en fait Kaizen, nous on est partenaire de la recyclerie dans leur programmation éco-optimiste. Donc la recyclerie donne des conférences 2 fois par mois ici dans cette ancienne gare qui a été réhabilitée en 2014 il me semble. Donc dans cette ancienne gare on a un atelier collaboratif sur ma gauche, on a ici où vous êtes un espace cantine et café, et même à l'extérieur le long des rails on a une ferme urbaine, donc voilà, c'est un lieu très chouette. La ferme urbaine est aujourd'hui fermée pour cause de tempête, mais vous avez survécu et vous êtes venus, on est content de vous voir parmi nous. Kaizen, ça ressemble à ça, c'est un magazine qui présente des initiatives positives de société, puisqu'on considère qu'on en voit trop peu en fait dans les médias classiques, que les citoyens ont trop peu souvent la parole. Donc notre rôle, nous, on espère en tant que médias, c'est de les mettre en avant et qu'on parle en fait de ces initiatives, que ce soit dans le secteur de l'habitat, de l'alimentation, de la santé. Voilà, on a vraiment un média transversal sur l'écologie, comme peut l'être par exemple Reporter ou encore Basta, de partenaires médias avec qui on travaille régulièrement. Pour continuer rapidement avec la présentation de Kaizen, Kaizen en fait c'est un mot japonais. Kai ça veut dire changement et zen bon. Et en fait c'est une philosophie du changement par les petits pas, puisqu'on considère que pour arriver à des grandes transformations de société, on va faire un pas après l'autre. Donc on peut faire un premier pas pour par exemple éviter le gaspillage alimentaire, un autre pour consommer moins de viande au quotidien. Et aujourd'hui, on va faire un pas ensemble pour réfléchir à se réapproprier la ville différemment, en fait. Voilà. Juste pour terminer, Kaizen, au-delà d'un média, on essaye de créer vraiment un mouvement. Donc c'est pour ça qu'on organise des conférences, des stages, des ateliers. Vous pouvez voir toute notre programmation sur notre site. Et donc ce soir, on a la chance d'avoir 3 intervenants. Frédéric Bertrand, qui est architecte et urbaniste à La Pure, bienvenue. Martin Morales, qui est du laboratoire des baignades urbaines et expérimentales. Et pour finir, Christophe Ribet, du cabinet de Célia Bloel. Christophe qui pourra se présenter un peu plus précisément. Et en fait, Célia Bloel est maire adjointe au développement durable à Paris, au climat, à l'eau et au canot, si je ne me trompe pas. Donc on a des intervenants uniquement masculins ce soir, mais on espère que, mesdames, vous allez prendre la parole pour rétablir un peu l'équité. Donc voilà, on veut vraiment que ce soit un débat ouvert, et que voilà, vous puissiez prendre la parole et réfléchir avec nous ce soir à cette question des baignades urbaines, et que vous allez vous jeter à l'eau avec nous ce soir. Donc le débat se fera en 2 parties. La première partie sera sur comment réinventer et pourquoi réinventer l'espace aquatique urbain, et une deuxième partie sur le rôle de nous, les citoyens, les rôles que nous avons à jouer pour la réappropriation de cet espace aquatique urbain. Donc, Martin, je vais commencer par te donner la parole parce que tu as le micro. Pourquoi c'est important de mettre en place ces baignades urbaines selon toi? Et est-ce que tu as des exemples à nous citer de grandes villes en Europe où il y a déjà des choses exceptionnelles qui se passent et qu'on pourrait reproduire ici à Paris? Bonsoir. Le pourquoi c'est important, et c'est un peu comme si, je sais pas, en fait c'est vraiment quelque chose auquel nous en tout cas nous tenait à cœur, c'est pourquoi reprendre les espaces publics et les réinvestir pour éviter de les laisser
à l'abandon, à usage uniquement commercial, et à se rappeler ce que c'est que des communs. Après, chacun s'approprie la question des communs comme il le souhaite. Nous, on l'a fait par le biais de la baignade. Approchez un peu. Oui, pardon, faut que je parle plus près du micro. Pourquoi on a choisi la baignade? En fait, simplement parce qu'on aimait se baigner, et assez vite, on a vu qu'il se passait beaucoup de choses en Europe. Notamment à Bâle en Suisse, à Londres en Angleterre, c'était un petit peu derrière nous. À Berlin, ça fait 25 ans qu'ils bossent sur cette question-là. En Espagne, en Suisse, enfin bref, partout en Europe, il y avait déjà ces questions qui étaient émergentes, sinon déjà réglées en fait par certaines villes, ou en tout cas avec des solutions proposées. Et on se rendait compte que notre capitale, enfin la ville dans laquelle on vivait, était sinon à la traîne, sinon complètement inactive sur ces questions-là. Est-ce qu'elle a toujours été inactive? Monsieur Ribet pourra peut-être répondre à cette question, il a peut-être une vision plus antérieure. Je crois que c'est un serpent de mer, l'idée de se baigner dans la Seine, c'est quelque chose qui a été souvent évoqué, mais sans que ça soit jamais pris au sérieux. Si ta question suggère que je raconte que non, la baignade était encore active et qu'il y avait des bains publics qui existaient dans la Seine jusque dans les années 1950, et que je crois que la dernière baignade publique a fermé en 62, si je ne me trompe pas. Le dernier établissement, c'était des immenses bateaux avec des barges où il y avait l'eau de Seine, et on venait là pour se baigner, et c'était des bains privés. Voilà. Il y avait ça qui existait effectivement, et un arrêté préfectoral de 1924 a mis fin à la baignade pour des questions d'hygiène dans la Seine. Voilà. Et ensuite, il ne s'est rien passé jusqu'à l'été dernier où il y a eu un événement massif. Mais et donc, dans le vocabulaire de ton association, c'est une association? C'est une association, oui. Vous employez souvent le mot de baignade pirate. Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est une baignade pirate et pourquoi faire des baignades pirates en fait? Alors une baignade pirate, déjà parce que c'est sexy un pirate, donc on a choisi le terme de baignade pirate, et simplement parce qu'on se faisait chasser en bateau par la fluviale. Et donc du coup, en fait, on n'avait pas l'autorisation, ce qui n'est pas autorisé quand tu commets un délit. On commettait des délits de manière tout à fait... Enfin, on savait que c'était un délit et on le faisait quand même, et on s'en foutait royalement, pour être tout à fait honnête. Et donc on a été, je sais plus, je crois que c'est un journaliste qui a dit en premier les baignades pirates. On ne disait pas forcément baignades pirates au début, et on a réemployé ce terme par la suite. Mais c'était vraiment l'idée de se dire, on n'a pas le droit de faire quelque chose, mais ça nous semble correct de le faire. Alors faisons-le, et peu importe en fait les conséquences. Ici, on arrive sur des conséquences positives, donc tant mieux. Mais et on n'a jamais eu de problème nous-mêmes, donc tout va bien. Mais voilà, c'était vraiment histoire de se dire qu'on ne s'inscrivait pas dans un cadre légal, ou même au départ, c'était pas du tout un cadre politique. En fait, on s'est rendu compte que ça soulevait énormément de questions politiques, mais qu'on était vraiment sur quelque chose de purement récréatif, un petit peu pirate. Je prends l'espace public et je le hack d'une certaine manière pour en faire un autre usage, enfin l'utiliser différemment que ce qu'on me propose en fait. Voilà, c'est ça qui est vraiment l'essence de la piraterie là-dedans, c'est ça. Donc avant de regarder du côté de la piraterie, on avait un extrait vidéo rapide à vous montrer. Un extrait sélectionné par la recyclerie. Un exemple à Bâle en Suisse. Hier, au bord du Rhin, entre spectateurs et nageurs, plusieurs milliers de personnes sur les quais du fleuve, chacun avec son sac étanche. Vous mettez vos affaires dedans, vous le pliez 5 fois et vous fixez la boucle. Il faut savoir nager et puis ne pas avoir peur, c'est sûr. Se baigner dans une rivière ou dans un fleuve au milieu de la ville. Et ça, c'est quelque chose de rarissime. Tout est prévu. Même les péniches vont s'arrêter pour nous laisser passer. Pas de cabine de bain, on se change sans façon, tout à l'excitation du plongeon à venir. Et entre copines, c'est toujours mieux. Rentrer dans l'eau fraîche, c'est plus facile avec les copines. Mis à l'eau dans quelques minutes, les téméraires descendent vers la petite plage de Galets qui borde la rive droite. En France, c'est interdit, hein, je pense que vous savez. Et donc ici, c'est autorisé, c'est génial, quoi. C'est parti pour 2 km de dérive au fil du Rhin. Au centre, aujourd'hui, le fleuve à 5 mètres de profondeur, et plus il y a d'eau,
plus le courant est fort. L'eau est à 22 degrés, l'ambiance est géniale, et puis c'est facile, hein. Très facile. Je te laisse porter et tout va bien. Bye bye. Un fleuve propre où on peut boire la tasse, paraît-il. On y aurait même vu des truites. Des truites? Pas vu. Elles se sont réfugiées sur l'autre rive, il y a trop de nageurs aujourd'hui. La visite aquatique de la ville dure environ 20 minutes. Personne ne fait la course. C'est pur plaisir. J'aime bien aussi d'être accompagné de gens qui sont autour de nous. Il y a des messieurs qui nous ont donné des conseils. Enfin, tout ça en nage. La baignade annuelle était encadrée par la Société de sauvetage baloise. Un petit cadeau estival à ceux qui ne se seraient pas risqués tout seuls. Voilà pour l'extrait vidéo. Bon, on va pas se mettre en slip de bain ce soir parce qu'il y avait une petite tempête, mais bon, ça donne envie. Christophe Ribet, qu'est-ce que ça vous inspire, cet exemple? Voilà, c'est fort. Beaucoup de choses, en fait. Déjà, il faut savoir que Célia Bloel, donc mon élu, qui est maire adjointe en charge de l'eau et des canaux, est originaire d'Alsace et d'un petit village qui est juste en face de Bâle. Donc ça, c'est un exemple qu'elle a vu, qu'elle connaît parfaitement. Et c'est aussi justement un des moteurs, cet exemple-là de Bâle, pour relancer, enfin plutôt pour lancer les baignades urbaines dans Paris. Même si ce qu'on va essayer de faire, au moins dans un premier temps à Paris, ressemblera pas tout à fait à ce qu'on voit à Bâle. Donc voilà ce que ça m'inspire, c'est une réalité quotidienne pour nous et c'est un challenge que Célia nous met toujours en nous parlant de Bâle et en disant on ira un jour s'y baigner tout le cabinet. Donc voilà ce que ça m'inspire. Allô, j'avais une question un peu plus précise, puisqu'en préparant cette conférence, je suis tombé sur un chiffre assez affolant. De la revue Nature Climate Change qui disait que sous l'effet du réchauffement global et des phénomènes des îlots de chaleur urbains, la température des grandes villes pourrait augmenter d'ici 2100 de 7 voire de 8 degrés supplémentaires. Alors est-ce que ce réchauffement climatique qui est d'ores et déjà présent mais qui va l'être d'autant plus dans les années à venir vous amène justement à aller dans ce sens-là, à repenser la ville et à y mettre davantage d'accessibilité à l'eau? Oui, tout à fait. Je vais revenir un petit peu à l'histoire de comment on est arrivé, et puis aidé par nos camarades du laboratoire, comment on est arrivé à imaginer ces espaces de baignade comme celle qu'on va ouvrir à la Villette cet été. Donc on a eu deux plans importants qui ont été votés en Conseil de Paris à l'automne 2015, qui a été le plan Nager à Paris, qui était d'ouvrir plus de piscines, plus de lieux de baignade pour que les Parisiens puissent nager, que ce soit pour faire du sport ou se divertir en loisir. Et puis on a voté dans le même temps la stratégie d'adaptation au changement climatique, effectivement sur ce constat. C'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait pas encore de 8 degrés. On commence effectivement, dans les journaux, on a parlé de 8 degrés possibles dans les grandes villes. Mais on avait travaillé sur une stratégie d'adaptation à échelle dans 10 ans, 20 ans et plus, et dans 50 ans, sur comment les Parisiens et les Parisiennes de demain pourront vivre la ville avec des périodes de canicule de plus en plus importantes. Et donc on a pensé aux îlots de fraîcheur à créer, et puis aussi à développer donc ces baignades urbaines. Et c'est ce qui nous a conduit donc à regarder en ville, à Paris aujourd'hui, quels sont les endroits où on pourrait installer des baignades urbaines. Alors on a déterminé plusieurs espaces. Donc on a la Seine, qui est le rêve un petit peu à échéance pour dans quelques années. On a vu aussi... Où dans la Seine? Dans quelle parcelle de Seine? Ça, pour la Seine, à la limite, je laisserai peut-être Frédéric tout à l'heure en parler un petit peu plus, parce qu'on est en train de regarder avec la Pure quels endroits seraient idéaux pour la pratique de la natation. Il y a plusieurs périmètres à regarder. Donc on a regardé la Seine, mais qui est pour nous aujourd'hui à échéance plus si on a les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. On a imaginé aussi de créer une baignade, une grande piscine écologique dans le lac Daumesnil au sein du bois de Vincennes. Et puis il y a plus immédiat la baignade dans le bassin de la Villette qui devrait ouvrir à la mi-juillet.
voilà, le week-end autour du 14 juillet. Ça, c'était le premier endroit le plus facile pour nous, parce qu'on a déjà des conditions sanitaires qui sont bonnes, qui sont même très bonnes. Les derniers chiffres qu'on a eus ces derniers jours montrent qu'on a une qualité de l'eau sanitaire qui est vraiment excellente, de niveau excellent. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur ces niveaux? C'est-à-dire, après, il y a une directive baignade qui fixe des normes, des seuils pour des bactéries type entérocoque, Escherichia coli, etc. Et donc là, les derniers résultats qu'on a obtenus, notamment par Paris Swim, qui va faire une compétition bientôt, ça a été vraiment, on est dans la partie excellente. C'est-à-dire qu'on a même encore une marge pour avoir un petit peu plus de bactéries, même pour avoir quand même une bonne qualité. Donc si je bois la tasse dans la Seine, je peux continuer à me baigner? Non, pas dans la Seine, dans le bassin de la Villette. D'accord. Dans la Seine, c'est encore un autre sujet. Là, actuellement, le bassin de la Villette, l'eau du bassin de la Villette, c'est de l'eau qui vient des rivières type Ourcq. Et l'été, c'est essentiellement de l'eau qui vient de la Marne. Qu'on capte autour un petit peu après Meaux. On a une usine qui prend de l'eau de la Marne, qui la relève pour la mettre dans le canal, et c'est cette eau-là qui arrive jusqu'au bassin de la Villette. Donc on a une eau qui est de bonne qualité, surtout qu'il n'y a pas de pollution entre Meaux et Paris. Il n'y a pas d'égout, il n'y a pas de déverseur d'orage, il n'y a pas d'éléments qui vont salir l'eau. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a donc cette qualité qui devrait nous permettre d'ouvrir la baignade à la mi-juillet. Très bien, merci. Frédéric Bertrand, du coup, compte tenu des sites de baignade, comment vous définissez les sites de baignade? Quels sont vos critères? Alors nous, on a été sollicité à la PUR sur cette question. C'est vraiment dans l'élan de la perspective d'un héritage Jeux Olympiques. Fonctionne comme un accélérateur sur ce sujet. On a été sollicité parce que donc la baignade en Seine devrait pouvoir être, si la ville de Paris est retenue, si sa candidature est retenue au JO, elle laissera en héritage, elle s'est engagée là-dessus, elle laissera en héritage la possibilité de se baigner dans la Seine. Voilà. Il se trouve que nous, on avait un peu déjà commencé à travailler aussi sur cette question de l'eau, et notamment avec les services de la ville et les élus sur le sujet notamment qui a été rappelé là, de la baignade dans le bassin de la Villette. On avait fait des photomontages à l'époque où c'était pas encore complètement mûr, mais ça permettait en tout cas de simuler et de dire mais si on peut y aller, et on y est presque, quoi. Voilà. Maintenant on y est, moi je suis super content d'apprendre les derniers résultats de ce niveau d'excellence, quoi. Sur la localisation des sites sur lesquels nous on a travaillé, on n'a pas du tout travaillé sur la question de la qualité. Il y a des groupes qui ont été constitués, qui sont des groupes vraiment experts sur ces sujets, avec un niveau de pilotage technique très très élevé, quoi, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a ceux qui ont été rappelés en termes de bactériologie, mais il y en a encore d'autres. Et donc nous, en fait, on est resté sur un peu notre terrain, quoi, ce sur quoi on nous attendait, c'est-à-dire des localisations par rapport à la qualité des lieux, quoi, d'une certaine façon. Et la compatibilité dans une perspective là qui rejoint peut-être celle qui a été énoncée tout à l'heure, une perspective d'un bien commun, même si nous on ne l'a pas formulé comme ça. Mais je trouve que c'est une belle façon de reposer les choses. Donc nous, nos critères ont été finalement de localiser les sites en fonction de leur accessibilité pour tous, transport en commun, mais aussi accessibilité pour toute personne. Les largeurs de quai, les épaisseurs de quai, puisqu'on voit bien que la baignade attire du monde, enfin, même dans un endroit comme Bâle, qui n'est pas forcément très facile à comparer par rapport à Paris, je pourrais y revenir si on a l'occasion, mais là, il va y avoir du monde. On est dans une situation avec une pression anthropique à Paris, dans la métropole, qui est extrêmement importante, et on a un tout petit fleuve, même si pour nous, il est un grand fleuve, par son histoire, par tout ça, et en réalité, il est assez petit, quoi. Comparé au Rhin, comparé au Rhône, comparé à la Saône, quoi. Donc, cette forte population, il faut aussi pouvoir l'accueillir, la surveiller, etc. Pas seulement pour la faire payer, mais en tout cas pour contrôler l'accès, ce qu'on voit aussi qu'ils ont fait d'ailleurs à Bâle. Donc nous, ces critères d'accessibilité, en tout cas pour les baigneurs, étaient très importants, on va dire, sur berge, quoi. L'autre question, c'était aussi anticiper des espaces de conflit potentiels
par rapport à la navigation et la densité de trafic qu'il pouvait y avoir selon les différentes situations, les différentes situations qu'on étudiait. Donc de l'aval à l'amont, puisqu'on n'a pas travaillé que sur Paris et que sur la Seine, on a aussi réfléchi à l'échelle de la métropole. Est-ce que vous aviez des visuels à nous montrer? Peut-être oui, que on ce peut serait montrer, un peu il y a plus une carte qui peut être montrée là-dessus, qui permettra d'avoir un peu une idée de ces localisations. Donc par rapport à ce qui est du milieu aquatique lui-même, il y a effectivement un enjeu qu'on pourrait dire de reconquête d'un espace public. Si on reprend le terme des gens du syndicat de Marne Vive, par exemple, qu'on a rencontré, qui disent mais en fait la Marne était un espace public partagé. Aujourd'hui, comment on peut le reconquérir, sachant que ces coexistences, elles ne sont pas forcément simples. Du fait du trafic et de beaucoup d'attentes, y compris en termes d'alimentation, etc., de solutions qui se veulent vertueuses par rapport à d'autres modes de déplacement, par exemple en termes de logistique. Donc il y a des gros enjeux aujourd'hui sur l'eau, sur le fleuve, et donc la question de la densité du trafic était un problème. Donc, je crois que le PowerPoint annoncé, si vous voulez juste montrer les relocalisations. Ça, c'est la localisation des sites à laquelle on est arrivé. Tout ça, c'est téléchargeable sur le site de l'APUR. Hein, je vous invite à y aller. Donc, on a 49 sites. Il y en a 23 en Marne, 6 en Seine-Amont, 9 à Paris et 11 sur Seine-Aval. Ces sites doivent faire encore l'objet d'études plus fines et de validation. C'est le cas notamment de ce qui est en cours à Paris, sur ces 9 sites, lesquels sont les plus optimums, etc. Donc par rapport à cette question d'un espace commun, on va dire, le milieu aquatique comme espace commun, qui est un enjeu de reconquête, quand on regarde toutes les images anciennes de la Seine, c'est étonnant la quantité d'activités et la coexistence des activités qu'il pouvait y avoir. Donc là, nous, ce qu'on a regardé, c'est on a à chaque fois localisé et un peu quantifié les trafics, supérieurs à 500 bateaux par jour ou inférieurs à 500 bateaux par jour. Et on a aussi donné donc, une épaisseur, une distance qu'on a estimée à 25 mètres, qui est la distance qu'on peut avoir pour installer une baignade sans être en contact avec le chenal de navigation. Donc ça, c'était un peu des conditions de sécurité qu'on a affinées en allant rencontrer les gens qui sont aussi en charge, la brigade fluviale qui a été évoquée, Aropa Port de Paris, etc. Donc ça a fait partie des choses. Et puis évidemment, comme ça doit être un espace de reconquête ludique, on a aussi fait attention un peu au cadre, à l'environnement, plus ou moins végétalisé, plus ou moins planté, et puis aussi à l'ensoleillement, donc au rapport qu'on peut avoir dans les sites en fonction de ces différentes contraintes. Et on a intégré l'évolution possible d'un certain nombre de sites, et notamment des berges, en fonction des projets qui étaient annoncés dans le cadre de Réinventer la Seine, et tous les autres projets dont vous avez sans doute déjà entendu parler à l'échelle de la métropole. Est-ce qu'on peut montrer aussi rapidement ce que ça donnerait en matière d'urbanisme, là, les plans que vous avez faits? Après, si on passe à la suivante, nous on a donné on a montré les images. Donc Bâle est devenu une sorte d'icône dans cette situation, même si, encore une fois, la pression anthropique est totalement différente, mais c'est vrai que c'est une très belle perspective, quoi. On pourrait aussi penser à Zurich, puisque moi j'ai eu l'occasion de me baigner à Zurich, et c'est des conditions qui sont aussi assez extraordinaires. Donc ça, nous, on a retenu ces images pour parler des différents types de baignades. Donc là, on a une baignade en eau vive. C'est pas sûr que demain on puisse faire une baignade en eau vive dans la Seine, on verra comment les choses évoluent. Mais ça, c'est une coexistence d'usage qui est déjà très forte. Ça suppose aussi un lit de fleuve assez large. À cause à nouveau de la densité de population, ce serait impossible dans la Seine? Ah ben là, il y a plusieurs niveaux. Il y a les usagers, il y a la sécurisation, il y a les bateaux pour le tourisme, il y a aussi les bateaux pour la logistique, pour tout ça. Et puis, il y a que les fleuves restent, même s'ils sont complètement canalisés, etc., il reste des espaces qui sont sauvages, pas forcément faciles. Là, il y a plein de baigneurs qui, à l'évidence, sont des baigneurs confirmés. À Bâle, il y a quand même du courant, quoi. À Zurich, moi, les endroits où je suis allé, c'est des endroits où il y a beaucoup de courant, mais il y a des dispositifs qui sont adaptés en fonction de ça, quoi. Mais nous, ce qu'on a montré, c'est qu'il ne fallait pas désespérer d'une certaine façon, et que selon les configurations, on pouvait imaginer une baignade dans le lit, avec les conditions de distance au chenal, mais aussi à cheval entre la rivière, le fleuve et le quai, voire sur le quai. Et ça, c'est des typologies de baignade qui ont existé historiquement, où on peut aller de la plage à Meaux, par exemple, qui a été réouverte à partir de 2007, qui est déjà quand même quelque chose de remarquable en termes de reconquête, jusqu'à des situations comme celle qu'on voit en bas, là,
à gauche sur le quai, la plage de Liche-Chantilly, qui aujourd'hui n'est plus du tout en usage, mais qui est sur la berge et qui est aménagée avec une déviation de l'eau du fleuve, ce qui est assez intéressant. Donc nous, en fonction de ça, on a montré différents types de baignades qui peuvent correspondre aussi à différents types d'usagers. Et ça peut aller de la pataugeoire jusqu'à des baignades confirmées pour des baigneurs confirmés. Voilà, donc nous, on a laissé ça très ouvert en disant qu'il y avait plein de personnes ensuite qui devaient apporter leur point de vue d'une certaine façon ou leur expertise sur les questions de qualité et puis après sur des questions d'arbitrage en fonction des enjeux parisiens et puis métropolitains par rapport à cette reconquête. Voilà, donc ça c'est comme ça qu'on a travaillé. Et on a ouvert une piste qui de notre point de vue peut être assez intéressante, qui est d'associer la baignade à une amélioration locale de la qualité de l'eau. Donc ça, on s'est appuyé sur l'exemple du parc du Chemin de l'Île, que peut-être certains d'entre vous connaissent, dont on voit une image là, et qui conduit finalement à... le dispositif, c'est faire remonter de l'eau de Seine dans une série de bassins. Enfin, l'eau est remontée latéralement et ensuite elle est filtrée par une série de bassins avant d'être rejetée en Seine. Et au moment où elle est rejetée en Seine, avant d'être rejetée en Seine, elle alimente des jardins partagés. Et donc elle a un niveau de qualité vraiment intéressant, quoi. Elle est même de qualité baignade, mais normalement il ne faut pas trop crier sur les toits parce qu'il ne s'agit pas de se baigner dans le parc. Mais donc là, il y a une amélioration locale. On sait qu'il y a des types de baignades qui ont pu exister comme ça, aussi avec des systèmes locaux. Il va y avoir des dispositifs de ce type-là qui vont être mis en place dans le lac Daumesnil. Normalement, c'est un peu un cycle d'amélioration locale de la qualité de l'eau. Donc là, ça donne encore des possibilités par rapport à un horizon sanitaire qui n'est pas forcément le plus facile à atteindre, notamment dans la perspective de la gestion du temps de pluie, parce que c'est celui qui est le plus dégradant, quoi. Est-ce que vous pouvez expliquer cet aspect de temps de pluie? Vous avez une slide aussi qui est dédiée. Oui, ça pour que vous allez comprendre. Enfin, normalement, nous, on fait les dessins pour que les gens comprennent. Donc, ça, c'est des fiches que vous pouvez télécharger. Ça, c'est des gens heureux. C'est ici, voilà. Il me semble. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'été, au moment où tout le monde a envie de se baigner. En gros, il y a un soutien, ce qu'on appelle un soutien d'étiage, pour qu'il y ait 100 mètres cubes secondes en débit moyen dans la Seine. Parce qu'on a tous en tête les inondations des crues, de la crue de 1911. Mais l'été suivant, ça a été plus d'eau dans la Seine, il faut quand même le savoir, quoi. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a créé des grands lacs, barrages, réservoirs. C'est pour éviter ou réduire les risques d'inondation et en même temps s'assurer qu'il y aura toujours de l'eau dans la Seine. Ça peut être très utile pour certaines usines que je ne nommerai pas. Donc là, on a un soutien d'étiage qui conduit à avoir une garde, un tirant d'eau, si vous voulez, de 3,40 m. Quand il y a un événement pluvieux que tout le monde connaît, un peu comme celui qu'on a eu aujourd'hui, mais un peu plus intense à l'été, qui est ces grands orages là, romantiques, eh ben, ça conduit à avoir le même volume, mais en eau polluée. Donc on a cette fois-ci des rejets de 100 mètres cubes secondes, mais d'eau polluée. Et là, effectivement, enfin, je vous incite pas trop à aller vous baigner dans la Seine à ce moment-là, parce que c'est des charges polluantes qui sont extrêmement importantes, sauf à être évidemment hyper vacciné, mais ça, il n'y a que la brigade fluviale et les égoutiers qui sont vaccinés à ce point-là, quoi. Et ça ne les empêche pas d'être malades. Donc là, ça, c'est un énorme enjeu. Et cet enjeu, c'est la gestion du temps de pluie. Et l'héritage qu'on a, si vous passez la suivante, voilà, l'héritage qu'on a, c'est un héritage très centralisé dans la gestion de l'eau. Et finalement, un dispositif dit unitaire qu'on voit un peu en jaune, pas très beau, là, au milieu, et qui renvoie tout en station d'épuration. Donc ça veut dire que les eaux de pluie et les autres eaux polluées sont mélangées. Et donc aujourd'hui, si vous passez à la suivante, on est plus dans une pensée un peu à la Elmer, là, vous voyez, comme l'éléphant, quoi, où la carte, elle est beaucoup moins unitaire, elle est beaucoup plus avec une attention à la gestion locale et le plus en amont possible, le plus à la parcelle, on dit, la gestion de l'eau de pluie, quoi. Donc pour éviter qu'elle soit rejetée en Seine ou qu'elle aille en station d'épuration où l'eau de pluie n'a rien à faire et conduit finalement à un mode dégradé dans le traitement. Donc ça, si on passe à la suivante, ça peut se gérer localement, puisque certaines villes, notamment aux États-Unis, comme Portland l'a fait pour améliorer la qualité de son fleuve, ça peut se faire localement en plantant, en récupérant par ruissellement et en alimentant des espaces plantés, donc en réintroduisant de la végétation, de la biodiversité, mais aussi de l'eau visible en ville. Et ça, plus on le fait localement, et moins l'eau est chargée en pollution.
Et si on passe à la suivante. Simplement, j'aimerais bien, on peut revenir Ouais. à la précédente. J'aimerais bien avoir votre avis, Christophe Ribet, sur cet exemple saisissant. On en est à quel moment vous pensez qu'on pourrait arriver à une appropriation de l'espace public de cette manière-là, plus végétalisée, où on aura du coup des espaces baignables le plus possible? Ça, là, tout ce qu'on voit, et il y a plein d'autres choses qu'on voit pas, comme recréer des mares, recréer plein de systèmes comme ça pour retenir l'eau, c'est notre objectif, mais c'est un objectif plus long à 2030-2040. Mais c'est ce qu'on appelle le zonage pluvial, c'est un nom un petit peu barbare, mais effectivement pour dire ce que disait Frédéric, c'est-à-dire retenir au maximum l'eau là où elle est. C'est-à-dire que comme on a vu là toute la journée où on a eu des grosses averses, dès qu'on a une grosse averse, l'eau elle part directement dans les caniveaux, dans les égouts, donc ça fait déborder les égouts et c'est ce qu'on a vu. Et les égouts, pour ne pas inonder tout Paris, il y a un système de déversoir d'orage qui fait qu'on rejette en Seine. Bon, tout ça, c'est une technologie un petit peu... Enfin, c'est comme ça que Paris s'est construit au 19e siècle et puis plein d'autres villes d'ailleurs dans le monde. Toutes les villes, les grandes villes industrielles du 19e siècle se sont construites comme ça. C'est-à-dire qu'on a imperméabilisé et on a fait un système d'égout et quand vraiment ça débordait, on mettait dans le fleuve. C'est pour ça que pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, même quand on a interdit la baignade en 1923, pour des questions d'hygiène et de sécurité, ça faisait déjà bien longtemps que l'eau de la Seine était polluée. Et d'ailleurs, on a des comptes rendus des dernières courses traversée de Paris à la nage, où le vainqueur de la course a passé 24 heures dans son lit à vomir, etc. Donc, on est quand même sur une situation où nous, ce qu'on souhaite faire, c'est retrouver une qualité de l'eau qui permettent la baignade. Est-ce qu'il ne sera pas trop tard en 2050, à l'aune du réchauffement climatique justement qu'on voit et à nouveau de ces îlots de chaleur dus au bétonnage des villes? Quand je dis 2050, c'est l'objectif où on a réussi à tout transformer, c'est-à-dire à arrêter les techniques de stockage d'eau et donc au maximum on aura recréé des noues et des mares un petit peu partout en ville. Mais ça veut dire que c'est un travail qu'on commence dès maintenant. On a déjà des exemples un petit peu expérimentaux dans Paris et puis en dehors de Paris avec des villes qui sortent complètement de la technique de on construit des grands bassins qu'on remplit d'eau ou alors on rejette tout dans le fleuve. On est en train de plus en plus, que ce soit dans le 92, 93, 94, d'avoir des systèmes comme ça. Et pour nous, c'est vraiment, pour mon élu qui est en charge de l'environnement et de l'eau, c'est vraiment ces questions très très importantes. C'est l'avenir. C'est-à-dire que la ville de demain va devoir être vivable. La ville de demain va devoir supporter 10, 15, peut-être 20 ou 30 jours de canicule par an. Donc c'est des choses comme ça qu'on doit mettre en place. Martin, tu voulais réagir? Moi, je me posais une question sur... parliez d'indicateurs, de temps de pluie, etc. Est-ce que c'est des choses que vous pourriez mettre en place à la mairie, de rendre ça accessible pour créer de la donnée citoyenne que nous, on pourrait exploiter ensuite pour faire de la prévention? Parce que souvent, les gens nous envoient des messages en mode avec des poissons morts dans le canal. « Où est-ce que je peux me baigner? C'est dégueulasse. Nanani, nanana. » Et en fait, on a peu de données accessibles ouvertes pour qu'on puisse en créer du sens dessus. Peut-être que vous n'avez pas le temps d'en faire, mais nous, on aurait le temps de faire ça. Voilà, c'est juste la question. Où est-ce que vous trouvez ces données? Est-ce qu'elles sont actualisées? Est-ce qu'on pourrait les mettre en commun, ouvertes? Sur les mesures de qualité d'eau et tout ça. Ben ça ce sont des choses qu'on fait périodiquement, de toute façon, au moins dans le canal. Tous les mois, il y a on mesure la qualité de l'eau. Et puis là, effectivement, comme on va avoir toute une série d'événements qui vont se passer en juin et avant l'ouverture de la baignade en juillet, on va avoir le Paris Swim, donc une compétition de natation qui a déjà eu lieu en 2015. Ça a été eux les pionniers dans le bassin de la Villette. Dès 2015, cette course de 1, 2 et 5 km. Donc on a ça à la mi-juin. Après, tout début juillet, on a le triathlon de Paris qui revient dans Paris. Ils étaient dans la Seine jusqu'en 2013, mais l'Agence régionale de santé leur a interdit de refaire la compétition dans la Seine pour la natation. Donc ils reviennent cette année dans le bassin de la Villette. Et puis après, donc à la mi-juillet, on a la baignade, ce qui fait qu'on a toute une campagne de mesures
qu'on prend depuis plusieurs semaines. Et comment le citoyen peut-il s'en informer de ces mesures? Voilà, tout ça déjà. Sur le site de Paris Swim, par exemple, vous pouvez aller voir. Ils ont déjà publié les données qu'ils ont faites. Ils ont déjà fait 2 données là. Et nous, sur la baignade qu'on est en train d'installer, on est en train de construire. À partir du 23 juin, le site sera fermé, pas encore ouvert, mais il sera construit. On va mettre toute une communication qui va expliquer le cycle de l'eau, ce que c'est, la propreté de l'eau, les mesures, comment on peut faire pour avoir une qualité de l'eau qui est bonne. Et effectivement, là, on pourra aller regarder. Je pense que le site paris.fr pourra reproduire tous les éléments qui seront de visu. Et chaque jour, on informera les nageurs de la qualité de l'eau. Il faut savoir que on s'est mis d'accord avec l'Agence régionale de santé, parce qu'ils étaient assez frileux pour ouvrir une baignade dans le bassin de la Villette. On leur a dit qu'on allait mesurer l'eau, en fait, 3 fois par jour. Et on va la mesurer en amont, au niveau du rond-point des canaux, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire juste après le parc de la Villette. On met une station de mesure qui va nous permettre, à cet endroit, on sait que quand on mesure l'eau, 10 heures après, elle est au niveau de la passerelle de la Moselle, c'est-à-dire à l'endroit où il y aura le bassin. Donc on va pouvoir prévoir 10 heures avant un épisode de pollution qu'une pollution va arriver, et donc on va devoir fermer le bassin de la Villette, enfin la baignade dans le bassin de la Villette. Donc il y a tout aussi un instrument de pédagogie, et c'est aussi très important pour cette année pour expliquer vraiment aux Parisiennes et aux Parisiens qui vont venir l'importance de garder ce bien qu'est l'eau, et que c'est quelque chose de vivant. Et donc le bassin de la Villette, pour nous, c'est une expérimentation très importante en vue de la Seine. Disons que là, on expérimente comment on va accueillir les gens, comment on va informer, tout ça. Et puis la grande étape d'après, avec beaucoup de travaux, ça va être la Seine. Est-ce que Frédéric, vous vouliez terminer sur votre présentation et sur cette première partie de reconquête? Ou ça va? Martin, tu avais quelque chose à ajouter? Si, un dernier truc. Je suis ravi d'apprendre que le capteur est au rond-point des canaux. Du coup, la partie baignable de la Villette, c'est pas simplement dans le bassin, quoi. C'est-à-dire on peut aller jusqu'au rond-point des canaux plus que pour la Seine. Autant faire tout le canal, quoi. Ah bah allons jusqu'à Meaux, ouais, pas de problème. Et est-ce qu'avec... Là, je vais faire le bad cop. La baignade sera toujours interdite en dehors de l'espace qu'on va ouvrir au niveau juste après la passerelle de la Moselle. Voilà. C'est-à-dire que l'eau est propre, ce sera la même eau, on ne la traite pas, mais par contre la baignade sera interdite, non pas pour des questions d'hygiène, puisque l'eau est bonne, mais pour des questions de sécurité. Voilà. Parce que là où à la Villette, on va installer finalement un bassin flottant avec des maîtres nageurs, 6 maîtres nageurs qui vont surveiller tout le temps la baignade et qui vont pouvoir intervenir. Sur le reste du bassin, on ne peut rien faire. Et comme à partir du 1er juillet, la police de la baignade sera de la responsabilité de la maire de Paris, on ne pourra pas prendre en charge la sécurité de n'importe quel nageur qui irait dans le bassin de la Villette. Donc, à part à l'endroit où il y aura la baignade surveillée, le reste, ce sera baignade interdite. Mais Martin continuera ses baignades pirates avec son collectif. On a déjà les carnets de contravention qui sont prêts. Oui, non, on n'est pas mauvais joueur, donc on ira peut-être ailleurs. Est-ce que vous vouliez réagir sur cette première partie? Des questions? J'ai 2 petites questions. Une première question d'ordre technique sur le bassin de la Villette, là, pour avoir un ordre de grandeur de la capacité d'accueil. Et la deuxième question, c'est plus politique. Vous disiez que ces objectifs que vous dessiniez, c'était plutôt donc à l'ordre 2030-2050. Du coup, je voulais savoir s'il y avait un consensus politique sur ces questions, ou si on peut s'attendre à des retours en arrière, etc., des difficultés d'ordre politique sur ce genre de sujet. Au bassin de la Villette. Alors la capacité d'accueil aujourd'hui, l'accord qu'on a passé avec l'Agence régionale de santé, c'est 300 nageurs en instantané.
C'est-à-dire qu'il ne pourra pas y avoir plus de 300 nageurs dans les 3 bassins. On va avoir 3 bassins, à peu près un espace de pataugeoire de à peu près 10 mètres sur 10, avec une profondeur de 40 cm. On a à côté un bassin pour les enfants un petit peu plus grands et puis les adultes qui ne savent pas nager, donc à 1,10 m de profondeur. Et donc celui-là qui fait 20-30 mètres sur 16 mètres, enfin 15 mètres de largeur. Et on a un dernier bassin, là vraiment pour les nageurs, de 50 mètres de long et toujours 15 mètres de largeur. Voilà. Alors le consensus politique jusqu'à maintenant, il a... toutes les délibérations au Conseil de Paris sur les lieux de baignade, que ce soit la Villette ou le lac Daumesnil, ont été votées à l'unanimité. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment, de la part des élus du Conseil de Paris aujourd'hui, ils ont bien compris que c'était un enjeu très populaire, qu'il y avait une vraie envie des jeunes parisiens, mais d'ailleurs pas que des jeunes, on l'a vu le 28 août dernier, il n'y avait pas que des jeunes dans le bassin de la Villette. Il y a vraiment une envie des Parisiens de se réapproprier l'eau, de se réapproprier des espaces de baignade en ville, surtout quand il fait chaud. Donc au moins, même ceux qui n'y croient pas, parce qu'il y en a encore beaucoup qui n'y croient pas, et qui pensent que l'eau est toujours polluée, etc., mais disons qu'ils ne votent plus contre. Voilà, donc jusqu'à maintenant, en Conseil de Paris, on a toujours eu l'unanimité pour ces questions de baignade. Il y avait une question par là. Bonjour, merci pour votre présentation. Petite question, alors Laurent Moulin, habitant du 14e, et je travaille un petit peu sur l'eau aussi. Petite question pour le monsieur qui fait des baignades pirates. Je voulais juste, parce que j'ai l'impression que c'était pas forcément clair, si la baignade interdite, c'est pas pour embêter le monde, et l'idée c'est pas de faire chier les gens, enfin d'embêter les gens, c'est interdit parce que c'est problématique, c'est mauvais pour la santé des gens qui pourraient se baigner. C'est une vraie réglementation, enfin ça a été défini de façon intelligente, c'est pas pour embêter les gens. Au même titre que c'est bête d'aller se promener sur l'autoroute en vélo, c'est voilà, bête d'aller se baigner dans un endroit où nous les scientifiques on a vu que c'était problématique. Voilà, c'est vraiment pas pour vous embêter, hein, c'est parce que la population générale elle serait malade si des gens allaient se baigner dans des endroits où c'est interdit. Je comprends, moi j'ai un peu une position un peu disruptive, je vous rentre dedans à tous les scientifiques, mais c'est-à-dire que si on ne pose pas la question en faisant un acte qui choque, ou qui est un délit, les scientifiques ne s'emparent pas de la question écologique, ils vont se dire « Ah, c'est pollué ». Et aujourd'hui, c'est ce qui nous gênait en fait dans l'arrêté actuel, c'était plutôt de nous dire genre, en fait, depuis 1923, c'est pollué, et on fait rien en fait. Donc, c'est ça qui est gênant, c'est que nous, on voyait une sorte d'inaction des pouvoirs publics sur cette question-là, et on s'est dit, quitte à prendre des risques, on les prend nous-mêmes, sans jamais forcément... Bon, si on a incité, on va pas mentir, mais en incitant peut-être d'autres à prendre ce risque en voyant qu'il n'était pas dangereux pour nous-mêmes. Et effectivement, en fait, cette interdiction s'est avérée sur certains lieux et pas sur tous les lieux. Et c'est pour ça qu'on a toujours été se baigner dans le bassin de la Villette et pas dans la Seine. On n'a jamais organisé de baignade dans la Seine parce qu'on sait que c'est dangereux. Et dans des endroits dangereux, on n'a jamais organisé ni dans le lac Daumesnil, ni d'autres endroits. On savait qu'il y avait des zones qui étaient à même d'être en transition. Et c'est celle-ci qu'on a exploitée, en fait. Et je comprends qu'il y ait des interdictions qui soient tout à fait nécessaires pour la santé publique, etc. Mais si on ne fait pas ce genre d'action, les pouvoirs publics sont là. Ok, voilà, ils ferment les yeux et nous, on avait besoin en tout cas de saisir ce truc. Alors moi, bonjour à tous, je suis fan de la pratique de baignade interdite et j'ai la chance d'habiter au bord du canal de l'Ourcq, donc bravo et merci à vous. Pour tous les événements qui se sont produits depuis l'année dernière, on en est très friands. Pour autant, donc j'ai une question moi qui porte également sur les fontaines, notamment en Trocadéro, puisque tous les ans, lors des périodes caniculaires, il n'y a pas de verbalisation, en tout cas intensive, de tous les estivants et les Parisiens qui se baignent dans les bassins. Donc merci pour le canal de l'Ourcq. Et quid de la baignade dans ce genre de fontaine? Moi j'ai déjà répondu, les fontaines, les mares, tout ce que vous voulez. Donc. Bon, j'aurais envie de botter un petit peu en touche parce que ça ne regarde pas notre délégation, les fontaines. Mais bon, je sais, mais ça peut-être le camarade pourrait répondre à ces questions. Il y a d'autres soucis, d'autres type salmonelle, etc., qui sont du coup sur les fontaines qui pourraient poser d'autres gros problèmes de santé.
Mais effectivement, nous, on serait assez d'accord pour... de toute façon, il va falloir travailler à ces questions-là sur l'avenir, sur ouvrir au maximum tous ces îlots de fraîcheur pour l'avenir. Et donc, regarder comment on peut avoir une qualité sanitaire excellente. Parce que c'est vrai que quand on se retrouve en plein mois d'août avec des dizaines d'enfants qui nagent dans une eau qui n'est pas toujours très propre et où potentiellement ils pourraient choper des trucs pas sympas, c'est sûr. Après, il faut qu'on regarde ça de plus près. Là, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, mais ce sera sans doute à travailler pour le futur aussi. Moi, je veux bien prolonger sur cette question parce que je pense qu'elle est fondamentale, hein, qu'on ne résoudra pas l'accès à l'eau pour tous uniquement par la baignade, aussi qualitative soit-elle. Nous, dans les études que nous avons faites à la Pure, dans la perspective du maintien du réseau d'eau non potable qui était en crise pendant une période, et donc qui alimente notamment les trames d'eau dans les bois, qui alimente aussi un certain nombre de fontaines, et sauf erreur de ma part, qui alimente la fontaine du Trocadéro. On avait mis en avant que la qualité de ce réseau était une eau justement qui n'était pas potable, mais dont la qualité pouvait être localement améliorée sans atteindre un niveau de traitement qui était celui de l'eau potable. Et ça, il y a des possibilités qui peuvent exister pour une amélioration locale s'il y a des craintes. Voilà. Donc on avait montré des exemples un peu de ce type-là, et en disant qu'il y avait un vrai enjeu, parce qu'il y a des endroits où nous, avec nos dispositifs cartographiques, on a montré qu'il y a quand même des situations de suroccupation de logements, de suroccupation des espaces publics avec le tourisme et autres, avec des lieux d'interconnexion, et que là, s'il pouvait y avoir des points de rafraîchissement, et notamment dans les périodes de canicule, et notamment dans la perspective de l'horizon 2050, pour lesquels tous les experts annoncent une perspective de stress hydrique, donc une vraie tension sur la ressource en eau, il y a un enjeu à penser une diversité de ressources, une diversité d'alimentation locale, pour que aussi les gens puissent sortir, que les usages de l'espace public soient diversifiés, qu'on puisse patauger, qu'on puisse... voilà. Et ça, nous, on a fait des cartes pour ça, pour essayer justement de valoriser la présence de l'eau dans la ville, parce que de notre point de vue, elle ne doit pas être associée qu'à une eau visible, héritée, qui serait celle des canaux ou du fleuve ou d'une rivière, par exemple. Et qu'on peut la penser autrement, et toutes les grandes villes qui sont confrontées à ces problèmes de stress hydrique sont allées dans ce sens-là, et des villes aussi de Suisse, moi je pense par exemple à Zurich, il y a aussi des réseaux d'alimentation locale d'eau, avec une présence de l'eau qui est très diffuse en fait dans la ville, et dans lesquels on peut poser les pieds, on peut patauger, enfin, il peut y avoir différents niveaux de rapport à l'eau. Donc je pense que cette question est extrêmement importante, et je pense qu'elle fait partie effectivement des perspectives d'amélioration de situation locale au sein de la mandature actuelle. C'est des questions qui sont soulevées. Dans un premier temps, plus concerner la présence on va dire, de fontaines d'eau à boire, d'eau pétillante, etc. Mais la question de ces autres eaux visibles font quand même partie des axes de réflexion, et nous on espère qu'elles vont vraiment être prolongées, parce qu'il y a vraiment matière à faire, et il y a des lieux de densité et d'exposition à la canicule qui sont vraiment importants et sur lesquels il faudra réfléchir sous cet angle-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non. Bonjour, donc moi ma question concernait la sécurité la sécurité dans le bassin de la Villette, à savoir les fonds. L'été dernier, j'étais ravie de voir les gens se baigner, ça faisait plaisir à voir. Ouais. Donc ça, ça me fait plaisir. Mais j'étais inquiète en les voyant plonger précisément, et m'interroger s'il ne pouvait pas y avoir, et s'il ne pouvait pas s'empaler sur des déchets. Il y a eu toutes sortes de déchets, on a vu ça dans le canal Saint-Martin. Donc j'étais un peu inquiète de voir des jeunes plonger de partout, à savoir si on a vraiment pu visiter le fond du canal et du bassin pour être sûr qu'il n'y ait pas de danger de ce côté-là. Et en plus, par rapport à la circulation, sûr que des gens ont envie de se baigner librement,
Mais par contre, l'interrogation, c'est la circulation par rapport aux bateaux, par rapport aux péniches. Bon, il y a un trafic. Et est-ce qu'on peut contrôler des zones où on peut se baigner à séparer des voies de circulation des bateaux, pour pas qu'il y ait d'accidents? C'est ce que je disais tout à l'heure, donc la baignade sera interdite dans le bassin de la Villette, et puis je l'ai mis d'ailleurs sur la page Facebook, là où il y avait la photo, j'ai dit que par exemple ça c'était strictement interdit, et puis surtout très dangereux, parce qu'à peu près là où le jeune homme va se jeter, il faut imaginer que 8 mètres plus bas, il y a une pile de pont en béton, et si une personne ou un enfant tombe sur la pile de pont, bon, la sanction est immédiate. Et puis vous avez raison, il y a des corps immergés, il y a des gens qui, on ne sait pas pourquoi, par exemple, s'amusent à jeter des choses dans le canal, type des Vélib. Donc effectivement, en sautant de 8 mètres de hauteur, sachant qu'on a une profondeur de 3,50 m à peu près à cet endroit, 3,50 m, 4 mètres, on peut effectivement se retrouver... se prendre un objet qui serait au fond du bassin. Donc de toute façon, c'est pour ça qu'on a bien mis une zone qui sera délimitée et parfaitement délimitée, dans laquelle on pourra nager, et tout ça et ce type de pratique, par exemple, l'année dernière, il y a eu quelques plongeurs effectivement pendant le grand plouf après la fluctuate, mais du coup immédiatement on a fermé la passerelle. C'est quand même une passerelle qui est importante pour les habitants du quartier, des deux côtés, donc ce serait dommage que du coup la sanction soit que pour éviter qu'il y ait des gens qui plongent, on ferme entièrement la passerelle. Donc là aussi, il faudra qu'on fasse beaucoup de pédagogie, d'expliquer que c'est super sympa, mais c'est très dangereux, et qu'il ne faut pas prendre ce genre de risque. Martin, peut-être, est-ce que tu as déjà eu, en tant que baigneur, une mauvaise expérience? Ou une mauvaise expérience? Oui, on a vu des gens qui ont pu se faire mal en se baignant. C'est une possibilité. Après, moi, je retourne toujours la question entre est-ce que c'est à nous de faire attention, ou est-ce que c'est pouvoir public de nettoyer le fond du canal, quoi. Enfin, je veux dire, il y a une sorte de... Aujourd'hui, en fait, le canal est dégueulasse dans le fond, où on va trouver des objets contendants, parce qu'il n'y a pas de pratique qui suppose qu'on va avoir des bris de bouteilles. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller éclater des bouteilles de verre sur une pelouse d'un parc où on sait que les enfants courent après un ballon, où on joue, où on va soi-même s'allonger. Donc à partir du moment où on va instaurer des usages nouveaux sur des lieux, et ça va prendre du temps, hein, donc, mais voilà, c'est des choses qui prennent du temps. Je comprends que ça soit interdit, c'est très fun à faire. Voilà. Je sais pas de... Ben oui, la transition prend du temps, et on n'est qu'aux premières marches de celle-là. Donc sur l'aspect du rôle de chacun de nous, est-ce que tu as quelque chose à dire, Martin? C'est quoi pour toi le rôle de chacun des citoyens pour cette réappropriation de l'espace aquatique urbain? Donc déjà, c'est ce que je viens de dire un petit peu, c'est de se dire qu'à partir du moment où on prend conscience qu'il y a des nouveaux usages dans un espace, eh ben, on modèle son comportement vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est des choses qui, par l'action de la mairie, par nos actions, en fait, ont commencé petit à petit à modeler des comportements. Peut-être qu'on va moins facilement jeter des trucs dans le canal, sachant qu'on va pouvoir avoir le droit de s'y baigner, ou qu'il y ait des gens qui s'y baignent. Ça devient une sorte de respect mutuel du vivre ensemble, simplement. Après, il y a ce que j'avançais tout à l'heure, c'est-à-dire libérer les données pour que chacun puisse être à même de juger, en fait, si l'eau est propre, pas propre. Nous, on réfléchit à ça un petit peu. C'est un projet qu'on aimerait bien mettre en place, c'est réaliser des kits de tests de baignade, tu vois, comme si tu pouvais tester du pH ou ce genre de choses, avoir une solution qui nous permettrait assez rapidement de juger de la qualité de l'eau. On n'a pas encore creusé la question. Je pense que c'est quelque chose d'imaginable. Il y a des gens qui nous ont déjà approchés pour ça. Il y a énormément de... Là, comme ça, c'est de grandes idées. Si on libère les données, qu'on peut se les réapproprier, que les gens commencent à en parler, à évangéliser autour d'eux, à croire aussi. On a beaucoup de gens qui ont formé des mouvements de baignade en dehors des baignades urbaines. C'est-à-dire que souvent encore, on nous appelle pour nous dire « Oh, ouais, quand est-ce que vous organisez une baignade, nanani, nanana ?» On fait bon, mais maintenant, vous savez que c'est possible, allez-y. Enfin voilà, il y a un moment, réclamez vos fontaines, réclamez vos canaux, et
allez-y. C'est-à-dire que c'est des mouvements épars qui vont faire qu'il y a une dynamique globale qui va se mettre en place, je crois. Christophe, n'y a-t-il pas un rôle de sensibilisation à jouer au-delà de l'aspect des baignades urbaines, mais aussi de sensibilisation de la gestion de l'eau en fait, dans notre quotidien, puisque peut-être que chaque jour au quotidien on consomme trop d'eau et que ça participe aussi à avoir une Seine qui est polluée, peut-être qu'à travers l'agriculture on pollue aussi les cours d'eau, et ça on n'en a pas forcément conscience. Donc comment cette transition qui doit être plus globale, on peut l'amorcer, et comment on peut communiquer auprès des Parisiens? Oui, effectivement, c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure, c'est pour nous le sujet de l'eau, c'est un sujet très très vaste. Ce qu'on souhaite, c'est revenir à une qualité de l'eau qui soit propre à la source, dès la source. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on est dans un système avec Paris et avec Haute-Paris où on travaille pour avoir l'eau la plus propre possible qui arrive dans les robinets sans qu'on ait à faire de traitement trop lourd. Alors qu'on a par contre d'autres industriels qui nous disent donnez-nous l'eau polluée, nous on va trouver des solutions techniques pour la nettoyer. Ce qu'on est par exemple en train d'essayer de faire avec Haute-Paris, il faut savoir que l'eau d'Haute-Paris vient à moitié de 50% à peu près de l'eau de la Seine et 50% de zones de captage qu'on retrouve en Normandie ou en Seine-et-Marne ou dans d'autres coins du côté de la Bourgogne. Et on est en train de travailler pour racheter des terres agricoles sur ces zones de captage et d'installer des agriculteurs en bio ou en très très raisonné pour que finalement il n'y ait plus d'intrants chimiques qui rentrent et qui soient dans ces nappes phréatiques. Donc ça, c'est un système de pensée où on essaye de regarder comment protéger la ressource. Et avec l'agence de l'eau Seine-Normandie, pour la première fois cette année, ils ont commencé à travailler sur une stratégie, effectivement, pour aller voir les agriculteurs et pour travailler avec eux, pour qu'ils utilisent moins d'intrants chimiques, pour qu'ils revoient leur façon de faire de l'agriculture. On parle aujourd'hui d'agriculture traditionnelle. Quand on parle d'agriculture, on met beaucoup d'engrais chimiques, ce qui est assez paradoxal. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est retourner à des pratiques au moins sur des bandes de 100 à 200 mètres autour des fleuves et puis sur toutes les zones de captage, à retrouver des pratiques sur lesquelles on va avoir moins de chimie, donc ça produira moins de nitrates, donc ça produira moins d'eau à nettoyer. Et donc, du coup, on se retrouve après dans Paris avec une eau plus propre. Donc le citoyen a son rôle à jouer. Ah oui, tout à fait, oui. Justement, dans ces pratiques alimentaires, du coup, en allant vers une agriculture plus raisonnable, plus bio, déjà c'est un petit geste. Et puis circuit court aussi, c'est bio et circuit court, c'est-à-dire que si on arrive à convaincre, c'est simple, si on arrive à convaincre tous les agriculteurs sur un périmètre en gros de 100 km autour de Paris, et notamment sur la partie amont, de passer sur une agriculture qui nécessite moins d'engrais chimiques, automatiquement, quand il va pleuvoir, l'eau qui va se retrouver dans les nappes phréatiques sera moins polluée. Et donc c'est de l'eau, enfin tout ça c'est un travail de longue haleine, mais qui est porteuse d'avenir. Il y a peut-être une question plus délicate aussi, c'est celle de la gestion des eaux usées des toilettes. Est-ce que vous avez des perspectives différentes, novatrices pour l'avenir ? Réjouissant. Ouais, les toilettes sèches, effectivement dans les immeubles de grande hauteur, j'en vois pas là, mais non, pour la question effectivement des eaux grises, des eaux usées, là on est en train de travailler avec le SIAP, donc qui est la grande société qui gère toute la question d'assainissement, pour justement en vue des baignades pour les JO, enfin pas que pour les JO d'ailleurs, puisque c'était bien avant la candidature de Paris, on souhaitait réouvrir des espaces de baignade dans la Seine, mais les JO sont un accélérateur. On est en train de voir avec eux pour travailler à des systèmes de filtration. Alors on n'a pas encore vraiment décidé quelle serait la meilleure technique, soit traitement par UV, soit ozonation, voilà, enfin, essayer de trouver les techniques les moins nocives pour l'environnement.
Même si encore on entend certains industriels nous proposer des systèmes type biocide, c'est-à-dire en gros mettre des énormes quantités de chlore pour nettoyer l'eau. Ça, de toute façon, je pense que la loi sur l'eau ne peut pas l'accepter aujourd'hui. Donc de toute façon, ça on a dit que c'était pas la peine d'imaginer ça, même si c'est aujourd'hui la solution la moins onéreuse. Voilà. Qui ne permet pas une transition en profondeur. Frédéric, quand on s'est eu au téléphone pour préparer ce débat, vous me parliez de changement de paradigme dans le traitement de l'eau, dans la gestion de l'eau. Est-ce que et comment le citoyen peut-il y participer à ce changement de paradigme? Et comment vous le définiriez, ce changement de paradigme? Alors, il y en a un là, dont on n'a pas parlé, mais qui me vient à l'esprit suite aux questions qui ont été, aux questions qui ont été posées et aux réponses qui ont été apportées. Si on veut aussi faire évoluer le cycle de l'assainissement lui-même, il y a des pistes qui sont ouvertes et qui sont expérimentées en dehors de la France, mais très peu en France, sur lesquelles notamment le SIAP travaille, et sur lesquelles chacun d'entre nous, et notamment, messieurs, nous pourrions passer un peu à l'ouvrage, c'est la collecte sélective des urines. Donc on n'est pas obligé d'en passer par la toilette sèche. Il se trouve que les urines sont une véritable mine d'or pour la production agricole et ils pourraient être un vrai substitut à la production d'engrais chimiques. Donc là, il y a un cycle extrêmement intéressant de matière qu'on pourrait reconsidérer et dans lequel sont déjà passés certains acteurs, notamment dans les refuges en montagne où on a des collectes envisagées, mais aussi Stockholm a eu des territoires d'expérimentation avec plusieurs centaines de personnes qui ont accepté de se livrer à ça. Cet été, moi, j'étais sur un arrêt d'autoroute en Estrémadour et j'ai fait la photo de l'urinoir que j'ai utilisé qui indiquait « ils ne nous croyaient pas, on a réussi à le faire ». Est-ce qu'on l'a sur la slide là? Ah non, malheureusement, je l'avais sur mon portable, mais celle-là, je n'avais pas pensé qu'on la poserait cette question. Ils nous ont dit qu'on ne pourrait pas le faire, on n'a pas d'eau, pas de produits chimiques. Donc, en gros, c'était un vrai plaisir d'uriner dans cet urinoir. Voilà. Donc ça, je pense que là, il y a des pistes qui sont extrêmement intéressantes, mais vu la difficulté qu'on a à, on va dire, changer cet héritage du 19e siècle très centralisé dans la gestion des choses, et notamment dans la gestion de l'eau, aussi bien de l'approvisionnement que de son évacuation et de son traitement centralisé en station d'épuration, il a fallu 100 ans quand même pour mettre en place le tout à l'égout à Paris. J'espère qu'on ira plus vite à aller dans une autre voie qui est, moi, celle que je pense qui est la plus prometteuse, sachant qu'elle est déjà mise en œuvre beaucoup autour de Paris, qui est la gestion en amont de l'eau de pluie dont je parlais tout à l'heure. Alors cette action, elle peut être faite sous l'angle d'une gestion qu'on va laisser aux grands services publics, c'est un peu ce que j'entends d'une certaine façon, mais qui relève pour moi un peu du paradoxe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reconstruit du commun en même temps avec une attente que le service public fasse son job. Mais donc là, on est au cœur de la question. Donc là, la question, elle est-ce que finalement, on doit laisser cette gestion des espaces publics et de cette amélioration à la sphère publique et aux services qui font un travail extraordinaire au quotidien quand même à Paris sur ces gestions des espaces, que ce soit pour l'entretien, la propreté ou pour les espaces plantés, ou est-ce qu'on va aussi vers d'autres formes dans lesquelles les acteurs privés vont avoir un rôle? Et ça, on sait qu'il y a aussi progressivement, Paris est en train d'ouvrir des portes sur ce sujet, sans rentrer, donc j'ai des images, j'ai une image là-dessus qui était la dernière image que j'avais à montrer, sans entrer dans des exemples qu'on connaît en Allemagne et dans d'autres pays comme ça, engagés depuis longtemps dans l'action citoyenne, les guérilla gardening notamment. On va la mettre l'image là, c'est la toute dernière. C'est la toute dernière, oui. Voilà, donc aujourd'hui, on pourrait imaginer que progressivement, et ça commence à se faire avec le permis de végétaliser, là je pense qu'il y a une vraie opportunité autour de ça, si on dit que le changement de paradigme il va être trop long à l'horizon de la reconquête de la qualité de la Seine pour une perspective de baignade à l'horizon 2024, moi je continue à être un optimiste, et j'ai vu qu'il y avait l'optimisme là qui existait dans les mots-clés autour de ce lieu-là. Si tout le monde s'y met et tout le monde joue le jeu aussi du pari offert aujourd'hui de permis de végétaliser,
d'adopter un arbre, d'adopter tout un tas de choses comme ça existe aux États-Unis. À New York, ils font ce genre de choses, et qu'on se mette à planter, à désimperméabiliser, aussi bien dans l'espace public, mais aussi dans l'espace privé, qu'on commence à introduire une collecte locale de l'eau de pluie pour utiliser l'eau de pluie pour l'arrosage, mais aussi pour le nettoyage des parties communes qu'on a dans les espaces qu'on habite. Toutes ces actions additionnées, les unes avec les autres, font que ça sera autant de gouttes, autant de mètres cubes qui n'iront plus ni dans la Seine en étant polluées, ni dans les stations d'épuration où elles n'ont rien à faire. Donc moi, je crois beaucoup à cette action qu'on commence à voir se développer, qui existe ponctuellement, notamment avec les expérimentations sur les places à Paris. J'ai entendu qu'il y avait eu une première tentative, mais qui finalement est assez modeste. Il y a eu la distribution de pioches, ou de petites pioches, je dirais, mais voilà, pour défoncer 1 mètre carré de bitume. Mais c'est plus ce qu'il va falloir faire, et on peut aller dans le sens d'une désimperméabilisation de la ville. Il y a plein de villes en province, qui sont engagées dans cette voie. C'est le cas de Lille, c'est le cas de Bordeaux, c'est le cas de Rennes. Voilà. Et ça se fait aussi en lien avec les services publics qui viennent faire des trous au pied d'une façade et qui proposent une série de graines ou de plants à aménager. Donc là, il y a des synergies à trouver. Pour l'instant, on a encore du mal. On est dans une période de transition, ça a été dit, hein, de mon point de vue, on est vraiment là-dedans. Dans aussi une transition qui va être un partage de la gestion. Et cette question est de plus en plus ouverte parce que la gestion du patrimoine, elle est lourde pour tout le monde, quoi. Et donc là, je pense qu'il y a des pistes qui sont intéressantes. Et on voit, nous, c'est ce qu'on a montré ici, il suffit de peu de choses, hein. Vous voyez, les New-Yorkais, sans être complètement des farfelus, à un moment donné, ils font une déviation d'une conduite d'eau pluviale et ils alimentent une jardinière. À Paris, là, on est à côté de la place de la Nation. Il suffirait de peu de choses, d'abattre les bordures pour qu'on ait une eau très peu polluée qui vienne alimenter localement des espaces plantés qui contribuent au rafraîchissement notamment en période de canicule grâce au développement de la végétation. Et tout ça, ça peut se faire aussi, on l'a vu nous dans certains grands ensembles à Paris où il y a des actions locales avec voilà, une action sociale, on va dire, qui se fait dans du parc social pour planter, pour faire des potagers et tout ça. Tout ça peut contribuer et je pense que là, c'est une diversité d'actions qu'il faut imaginer et repenser les sols de la ville et le sol comme bien commun. Il y en a qui réfléchissent à cette question. Il y a un usage commun du sol et ça, c'est extrêmement important et intéressant comme reconquête. Aujourd'hui, je pense que les changements de paradigme sont bien là et il y a beaucoup d'espoir et beaucoup d'attentes au regard de ces horizons. Est-ce que vous avez des questions sur l'action citoyenne, justement? Des idées, peut-être? Oui, au sujet de la plantation des arbres, j'ai justement trouvé cette idée excellente. Mais je me suis aperçu que l'adoption d'un arbre pouvait coûter près de 4 000 €. J'ai trouvé ce prix étrange. Je ne comprends pas qu'il soit possible de planter un arbre à moindre prix que ça dans Paris. Enfin, je parle d'un... Vous l'avez eu où, cette information? Au parc de la Villette, il y avait un projet d'adoption d'un arbre. J'étais intéressée. Bon, c'est vrai que c'est une bonne chose. Ça apporte de l'ombre, ça apporte de la fraîcheur. Un arbre dans Paris, ça me paraît très bien. Mais 4 000 €, là, franchement, je trouvais ça abusif. J'ai vu des expériences en Provence où justement il y a eu des incendies de forêt. Et là, les populations... solidaires, allaient planter des arbres justement pour refaire la forêt. Bon, c'était pas de grands arbres, mais disons que ça a été planté, ils ont couvert tout un pan de la montagne comme ça assez rapidement. Je pense pas que c'est coûté ce prix-là. Christophe, peut-être sur... est-ce que vous étudiez un peu ces projets d'adoption d'arbres? Est-ce que ça vous semble une bonne perspective pour la ville de Paris? Et, voilà. Sur là, cet exemple du parc de la Villette, je vous avoue que je ne connais pas. Là, ce qu'on est en train de travailler, c'est avec l'adjointe en charge des espaces verts, Pénélope Comites. On est en train de travailler avec des permis de végétaliser un petit peu partout en ville, au pied des arbres, dans tous les espaces, un petit peu ce qu'on appelle des petits bouts de délaissés, parfois qui font 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres carrés. Et donc là, il y a les Parisiens font la démarche volontaire de demander un permis de végétaliser, et à ce moment-là, c'est eux qui vont entretenir
mettre des fleurs, des petits arbustes au pied d'autres arbres. Maintenant, la question d'adopter des arbres dans Paris, il va d'abord falloir qu'on trouve l'espace nécessaire pour les planter. Là, c'est plutôt les grands enjeux de demain, c'est de retirer au maximum le bitume, les bétons, et trouver des espaces pour les planter. Parce que là, actuellement, les seuls espaces qu'on peut trouver pour replanter, c'est plutôt en dehors de Paris, et c'est dans des stratégies type bilan carbone à 2050, c'est d'essayer d'aller planter des forêts parisiennes, mais en Ile-de-France, voire ailleurs. Mais dans Paris, on a vraiment la difficulté du foncier à trouver pour faire des opérations comme ça. Peut-être simplement sur la question du permis de végétaliser, est-ce que vous avez des bons retours pour l'instant? Combien beaucoup de demandes? Oui, ça marche plutôt bien. Il y a pas mal de Parisiens qui prennent ce plaisir, en gros, leur pied d'arbre devant leur immeuble, et d'aller s'en occuper. Donc, est-ce que vous avez le lien justement dont on parlait, un peu global, entre l'aspect végétal et le vivant et l'eau, en fait? Est-ce que cette jonction est facilement faite, ou est-ce que vous avez des difficultés? Là, pour l'instant, on est plus sur des questions biodives, plantes, espaces verts, plus que je pense sur la question la question de l'eau. Mais la question de l'eau, c'est ce qu'on disait tous les deux, c'est l'enjeu de demain. Et il va falloir un gros coup d'accélérateur sur les 10 prochaines années, sur regarder partout dans Paris où on peut faire des choses comme ça. Pour vous dévoiler un petit peu ce sur quoi on est en train de travailler, c'est que pour les Jeux Olympiques, il faut qu'on regarde, en cas de pluie, il faut imaginer que les épreuves de triathlon et de natation longue distance de 10 km, qui auront lieu en 2024, ils sont déjà programmés. Si la candidature est validée. Non, mais que ce soit à Los Angeles ou à Paris, ils sont déjà programmés. D'accord. C'est-à-dire, on sait déjà que le triathlon, c'est le 13 août 2024 à 10h du matin. Voilà. Parce que le CIO impose des trucs comme ça à cause des programmes télé. Et nous, on se retrouve on aura beau faire un super programme hyper ambitieux pour la Seine, et d'avoir une qualité excellente pour 90% des jours d'été. Il suffit que ce fameux 13 août 2024, on a un gros orage, une grosse pluie qui arrive, et on est mort à cause des rejets dans la Seine. Donc on est en train de regarder là les solutions pour avoir quand même une qualité d'eau en cas d'orage. Donc on a la solution à l'ancienne, type on construit un grand réservoir qui va retenir l'eau pendant 3-4 jours avant qu'on la renvoie vers les stations d'épuration, ou alors la solution du zonage pluvial, c'est-à-dire de regarder, d'identifier chaque espace qu'on va pouvoir revégétaliser, remettre suffisamment de terre, 30 à 40 cm de terre, ou alors créer des mares qui permettent de garder l'eau suffisamment longtemps avant qu'elle soit évaporée. Donc, mais ça, actuellement, il faut qu'on regarde à peu près l'équivalent de, je le dis, 400 hectares dans Paris, pour trouver une solution qui nous permette de tenir un gros orage. Donc 400 hectares, on nous a dit, c'est 800 terrains de foot, je crois, à peu près l'équivalent. Donc 800 terrains de foot, 400 hectares à trouver sur tout l'Est parisien, c'est-à-dire 12e, 20e, qui est le bassin versant, 12e, 20e, 13e et 5e arrondissement. Donc sur tout cet endroit-là, ça veut dire qu'il va falloir trouver des espaces pour recréer des noues, recréer des systèmes comme ça, mettre des jardinières, etc., etc. Alors, une des solutions, ça va être de... Enfin, là, je m'engage un petit peu, hein, je sais qu'il y a des élus à Paris qui... Voilà, c'est de regarder du côté des places de stationnement, puisqu'après tout, on nous dit qu'en 2024, il n'y aura plus que des voitures autonomes et qui tourneront tout le temps, donc elles n'auront plus besoin de se garer, donc on n'aura plus besoin de stationnement, donc on peut récupérer au moins 10 à 20% du stationnement pour mettre des systèmes comme ça, non? Peut-être moins de voitures, du coup, moins de routes, ça serait intéressant dans cette perspective de regard global. Juste, on va prendre peut-être encore une ou deux questions avant de conclure. Claire, tu as une question. Bonsoir, c'est plus pour rebondir sur la possibilité de désimperméabiliser.
il y a les cours d'école. Il y a notamment en Belgique des initiatives où on enlève complètement le bitume des cours d'école, où on redonne accès à la nature aux enfants. Donc là, il y a peut-être un potentiel aussi à creuser. Voilà. Ben merci pour cette idée. C'est noté. Paris y travaille. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Non. Martin, tu pourrais peut-être nous donner le... Frédéric, vous vouliez dire peut-être un dernier mot, et puis Martin pourra nous donner le programme des baignades cet été pour partir avec un agenda bien rempli. Non, c'était juste pour confirmer que nous, en tout cas, côté Apur, on travaille vraiment en synergie avec les services qui sont en charge de l'eau et de l'assainissement. Et que c'est vrai, quand on annonce les chiffres qui sortent des études techniques, si vous voulez, sur la désimperméabilisation, qui sont ceux qui viennent d'être dits, quand on dit 880 terrains de foot, on se dit on n'y arrivera jamais, quoi. Et alors il y a d'autres solutions qui attendent au coin du bois pour le réaliser autrement. Nous, notre conviction, c'est qu'on peut y arriver. On peut y arriver peut-être aussi, comme on est dans une étape intermédiaire, avec des solutions mixtes, donc qui peuvent être aussi du stockage d'eau unitaire, mais pas forcément une seule technique pour gérer cette question-là. Et dans les premières cartes qu'on a commencé à produire, on voit que de manière diffuse sur les territoires parisiens, on va très très vite à trouver des hectares. Très très vite. Et sans intervenir non plus partout sur l'espace public, en faisant attention aux dispositifs techniques et tout ça, quoi. Donc il y a matière, il y a des ressources, mais il y a même des endroits où nous on n'a pas imaginé, mais où on sait que c'est envisageable si chacun se met, même à petite échelle, à désimperméabiliser, quoi. Donc cette action moléculaire, comme aurait dit un philosophe du XXe siècle, cette action moléculaire, elle peut conduire à de grandes choses, quoi. Mais là, on est dans une étape importante de transition. Et encore une fois, voilà, si peut-être on a un label JO 2024, ça donnera peut-être plus d'élan partagé auprès des différents acteurs en charge de ces questions. On verra, quoi. Peut-être Christophe, une phrase pour conclure, ou on a fait le tour? Non, c'est bon. Martin? Oui, le mot de la fin. C'est bien que je rebondisse après Frédéric, parce qu'en fait, c'est cet été que les baignades urbaines, en plus de fêter l'inauguration en grande pompe de ce magnifique bassin dans la Villette, on va organiser un cycle d'exploration et d'expérimentation des lieux qui ont été spotés par l'Apur. Donc on va en choisir 3, on n'a pas encore décidé lesquels. Je vous invite à nous suivre sur notre page pour qu'on puisse être plein à aller explorer le Grand Paris qui regorge de spots de baignade et qui ont bien été déjà défrichés par nos amis de l'Apur. Sur votre page Facebook, hein, c'est ça? Oui, on annoncera tout ça plus précisément. Mais en gros, ouais, cet été, on sort un peu de Paris, puis on va aller voir le Grand Paris. Ok. Eh bien, merci beaucoup à vous trois. Merci à vous tous d'être venus et d'avoir participé à ce débat. La recyclerie continue tout l'été avec sa programmation éco-optimiste. Et Kaizen est toujours en kiosque tous les 2 mois. Si vous voulez venir causer du magazine avec moi, c'est avec un grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, merci.